Bonjour, Maître Francis Villemain. Merci Bonjour. de nous avoir accepté de vous rencontrer ici dans vos bureaux à Paris. J'ai eu la chance de vous connaître à travers votre défense de M. Carlos Illich Ramirez, Carlos the Jackal, un homme révolutionnaire qui a contribué à des actes de révolution pour la Palestine, ainsi que le cas très connu ici en France, le cas de Maurice Papon, ancien préfet de la Gironde, qui a été accusé de plusieurs crimes contre l'humanité, spécifiquement durant l'époque de l'occupation. Et je sens qu'on aura une belle opportunité de découvrir un peu plus sur le système judiciaire en France, ainsi que les enjeux reliés à l'histoire de la France. Donc, je voudrais commencer par savoir un peu, avec tous les dossiers que vous avez entretenus, spécifiquement de Carlos à Maurice Papon, ainsi que de l'Ordre du Temple solaire, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un avocat aujourd'hui? Alors, si j'étais hypocrite, je dirais la soif de justice, une vocation profonde, etc. Je suis pas certain que mon cheminement ait été celui-là. Après le baccalauréat, en France, on a 18 ans, 19 ans, et il faut trouver sa voie, et moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je voulais pas être avocat depuis mon enfance avec une soif de justice chevillée au corps. Ça s'est pas passé comme ça. Mais je me suis cherché, j'ai cherché ce que je pouvais devenir. Et de loin, comme ça, l'univers judiciaire me fascinait quand même. L'esthétique judiciaire. Donc, je suis allé voir des procès. J'étais très jeune, hein, je m'installais dans le public. En l'occurrence, des procès de cour d'assises où des accusés de crimes graves, des meurtres, des viols étaient jugés. Ça se passait pas à Paris, ça se passait à Besançon, la ville où je suis né, dans l'est de la France. Et pendant des journées et des journées, j'ai assisté à ces cours d'assises et j'ai trouvé que c'était plus que fascinant, c'était obsédant. J'avais envie de devenir l'un des acteurs de ces scènes judiciaires, de ce théâtre réel où on jugeait des hommes. Et parmi les acteurs, évidemment, j'avais pas envie de devenir un accusé, mais j'avais pas envie de devenir un magistrat non plus. Parce que juger quelqu'un, c'est trop difficile. Et c'est pas fait pour moi. En l'occurrence, j'admirais les avocats de la défense, qui, seuls contre tous, seuls contre les magistrats, les policiers, seuls contre la presse locale en l'occurrence, seul contre le public et l'opinion, défendait un homme, seul dans son box, accablé de tout, à tort ou à raison d'ailleurs, ça c'est une autre question, coupable ou innocent c'est une autre question. Mais j'admirais l'avocat, l'homme en noir qui se levait et qui, face à la meute, défendait le loup, en quelque sorte. Et à l'issue de ces cours d'assises auxquels j'ai assisté, ça a duré des semaines. J'ai décidé, en 1987, donc peu après le bac, de me lancer en fac de droit, d'abord à Dijon, puis ensuite à Paris, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avec une obsession qui était celle de devenir avocat. C'est ce que j'ai fait, et lorsque je suis devenu avocat, j'ai choisi le droit pénal de façon essentielle, parce que le droit pénal, c'est le réacteur nucléaire de la justice. C'est là où se passent les choses fondamentales. C'est pas le droit des affaires, c'est pas le droit de la famille, c'est pas le droit du business, c'est le droit criminel. Voilà. Où on défend des hommes, des femmes, des victimes aussi. On va devant les cours d'assises, les tribunaux correctionnels, on va en prison également, visiter des personnes dans un univers pénitentiaire terrible, dur, mais fascinant aussi, comme l'est la justice de façon générale. Voilà. Dans votre livre, il y a une citation qui ressort qui m'a un peu ouvert un peu les yeux sur la réalité du rôle d'un avocat, et c'est vis-à-vis les sanctions ou la punition que les prisonniers finissent par avoir. Vous mentionnez quelle que puisse être la responsabilité pénale présumée ou avérée d'un individu, l'image de l'homme en cage ébranle. Oui. Donc, moi, je vois cette image d'un prisonnier dans une cellule. Vous mentionnez que ça n'existe pas des prisons à 4 étoiles, que la prison casse l'homme, ça détruit un peu l'humanité.
Nous avons récemment eu la mort de Batinder au Panthéon et vous mentionnez un peu qu'enlever la peine de mort en France, la France a criminalisé la peine de mort, en contraste à mettre une personne en prison pour le reste de la vie, ce n'est pas c'est pas une justice de plus en fait. Donc je suis curieux un peu d'élaborer sur qu'est-ce que ça représente vraiment la prison pour vous et quelle est cette injustice en fait? Alors je ne suis pas sûr d'avoir écrit exactement ça parce que l'abolition de la peine de mort c'est une bonne chose. Oui. Ne serait-ce que pour une pure et simple raison, c'est que en cas d'erreur judiciaire, toujours possible, c'est-à-dire quelqu'un est condamné et on s'aperçoit 10 ans, 15 ans plus tard qu'il était innocent parce qu'on a retrouvé les traces ADN d'une autre personne, par exemple. Vous pouvez, quand la personne est condamnée à une longue peine, éventuellement réparer l'erreur judiciaire, libérer la personne, même après des années, constater son innocence. Alors que quand la peine de mort a été exécutée, quand vous avez eu la tête tranchée, comme en France, la guillotine, l'erreur judiciaire sera éternelle. Donc il y a une question de principe pour être hostile à la peine de mort, une question humaniste qui fait qu'on s'oppose à la peine de mort, mais il y a aussi une question pratique, c'est que la peine de mort interdit finalement toute révision concrète d'une erreur judiciaire qui reste donc éternelle. Ceci étant, la peine de prison à vie, qui n'existe pas tout à fait en France, parce que la peine perpétuelle, la perpétuité réelle, on pourrait en discuter, c'est très technique, n'existe pas comme elle existe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez être condamné à mort dans certains États, mais vous êtes aussi condamné dans d'autres États à la peine de perpétuité. Et aux États-Unis, ce sont de véritables peines de perpétuité. Les gens meurent en prison. Même s'ils atteignent 100 ans, ils seront à 100 ans en prison. En France, c'est quand même différent. Mais il y a quand même la peine de perpétuité qui peut durer 30 ans, 40 ans, c'est énorme. Et ce sont de très longues peines. Qui sont des peines de substitution finalement à la peine de mort, mais sans être aussi radicales. Mais comme je l'écrivais dans mon livre, oui, quelle que soit la responsabilité d'un homme, sa culpabilité avérée, supposée, reconnue, dans certains cas, oui, l'image de l'homme en cage ébranle. C'est-à-dire que moi, je défends des accusés qui sont parfois condamnés, parfois acquittés, innocentés. Je suis parfois du côté des victimes aussi. Mais quelle que soit la position que j'occupe dans un procès, je dis que l'image de l'homme en cage ébranle, en ce sens que quelle que soit la gravité du crime qu'a pu commettre un homme, ou une femme d'ailleurs, mais 95% du crime est masculin, alors on va dire un homme. Eh bien, moi, dès l'instant que le criminel passe les portes de la prison, entre en prison, devient un prisonnier, j'ai pour lui, moi, une forme d'affection. J'ai pour lui une forme de compassion. Je ne pense plus véritablement aux raisons criminelles pour lesquelles la personne se retrouve en prison. Je regarde le prisonnier, parce que le prisonnier, c'est quelqu'un qui a, surtout les prisonniers pour de très longues peines. 6 mois, 1 an, c'est facile. C'est pas si facile, mais on m'a compris. Oui. C'est plutôt facile à encaisser quand même. Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute la vie, parfois jusqu'à la mort. Parce que quand je dis qu'il n'y a pas de perpétuité réelle en France, si la personne vit très âgée et puis meurt en prison avant qu'il y ait eu une libération conditionnelle, elle aura vécu une forme de perpétuité réelle. Je disais que ça n'existait pas juridiquement, mais en pratique, ça peut exister, la peine de perpétuité réelle, bien évidemment. Donc, le prisonnier, au long cours, le prisonnier dans une centrale, surveillé pendant 10, 20, 30 ans, c'est une épreuve humaine terrible, qu'on a pu mériter. C'est pas ça le sujet. Je dis qu'une fois qu'on l'a éventuellement mérité et qu'on vous a condamné pour des crimes parfois atroces, et j'en ai conscience, la dignité du prisonnier, la privation de liberté, l'homme en cage, comme je l'appelle, mérite le respect. Car c'est une épreuve, je le vois de près avec certains clients, c'est une épreuve terrible.
Et ceux qui savent l'affronter sur des décennies méritent le respect envers le prisonnier. Je ne parle pas du respect envers le criminel, je parle du respect envers le prisonnier. Voilà, le monde carcéral est un univers dur, particulier, réglementé, mathématique, cloisonné. C'est très spécial. Comme visiteur, en tant qu'avocat, ce serait facile, vous entrez, vous observez, vous percevez ce qu'est cet univers, mais vous le percevez de manière superficielle. Eux, les prisonniers, le vivent de l'intérieur. Vous avez mentionné certains dossiers que vous avez. Entre autres, il y a Carlos Illich Ramirez, qui est à plus de 30 ans en prison. Quel est l'impact sur la santé mentale, la santé physique de Carlos en tant que prisonnier, après autant d'années en prison? Alors justement, Carlos, dont je suis l'avocat depuis presque 30 ans quand même, est en prison depuis 1994, ça fait 31 ans maintenant. Donc il fait partie de ces prisonniers dont je parlais tout à l'heure, au long cours. Il a été condamné 3 fois à perpétuité pour divers attentats en France dans les années 70 et 80, donc à l'issue de très longues cours d'assises. Et il fait partie de ces prisonniers pour lesquels j'ai beaucoup de respect en raison de son attitude en prison. Il est vraiment le prisonnier digne par excellence, c'est-à-dire qu'après 30 ans de prison, on a l'impression que la prison n'a pas d'effet, n'a pas d'impact sur son moral, sur sa joie de vivre, sur son attitude. On a l'impression que quand on le rencontre en prison, que c'est un homme libre. Et ça, c'est fascinant, parce que ça prouve une espèce de carapace, une résistance humaine aux conditions les plus extrêmes finalement, puisqu'il est particulièrement surveillé, en prison depuis 31 ans, bon, et ça force le respect. Donc aucun impact apparemment psychologique, psychique, intellectuel. Il conserve sa force de caractère, sa force verbale, son envie de lire, sa joie de vivre même. C'est quelqu'un qui est heureux, même en prison. En revanche, sur le long terme, bien sûr, sur le plan physique, il a développé un diabète qui est la conséquence, on dit les médecins, de l'univers carcéral, du stress carcéral. On vous réveille la nuit, on vous fait changer de cellule, voilà, tout ça pendant 31 ans. Il ne s'en plaint pas, lui. Je suis pas en train de dire qu'il s'en plaint. Mais sur le plan physique, en revanche, ça a des conséquences. Développement d'un diabète, aggravation des conséquences de la vieillesse aussi. Il a maintenant 76 ans et 31 ans de prison, ça abîme physiquement quand même. J'ai pas parlé du mental ni du psychique, où là il est intact. Mais voilà, la santé ne va pas en s'améliorant. Il y a un suivi médical, mais le suivi médical en prison n'a pas la même qualité qu'à l'extérieur. Enfin, il est quand même très résistant. Il ira sur ses 80 ans dans quelques années et il reste très impressionnant, je le répète. Il porte beau, comme on dit. Il a belle allure, il se tient droit, il est toujours tiré à 4 épingles, avec une pochette au revers du veston. Le cigare cubain Cohiba à la main. Voilà, ils ont en prison les cigares. Oui, lui il fume. On n'a pas le droit de fumer en prison, mais lui il fume en prison et il fume le gros cigare cubain. Voilà. Et dans votre livre, vous mentionnez un peu comme une forme de débat existentiel dans le monde juridique, cette question de vaut mieux une injustice qu'un grand désordre. Ah. Et je pense que ça, c'était votre question que vous avez eue durant votre thèse. C'était un concours d'éloquence. C'est ça. Mais je ne sais pas où vous voulez m'emmener sur cette... ça va me ramener un peu à la question de Maurice Papon un peu. Oui. Où ce qu'en fait, c'était un fonctionnaire, c'était le préfet, un peu le dirigeant de la police dans la Gironde, donc à Bordeaux. Alors, je suis obligé de vous rectifier. Ça marche. Parce que ça, c'est une vision très caricaturale, très lointaine, pardon. Il n'était pas le dirigeant de la police à la préfecture de la Gironde entre 42 et 44. Il était préfet de police 20 ans plus tard, à Paris, sous les ordres de Charles de Gaulle. 20 ans plus tôt, de 42 à 44, il était
secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Okay. Il faisait partie de l'administration préfectorale, il n'était pas le préfet de la Gironde, il était le secrétaire général, on va dire c'est le numéro 2 de la préfecture de la Gironde. Mais il n'était pas le chef de la police. Hein. Il y avait un intendant de police et il y avait un commandant de gendarmerie. Voilà. Oui. Et Pardon. Durant les années 90, il a été accusé de crimes contre l'humanité pour la déportation de Juifs et de résistance, pardonnez-moi, vers le régime nazi. Et en fait, il a été reconnu, en fait, il suivait les ordres de Gaulle. De Gaulle avait mentionné que les fonctionnaires devraient rester en position, en poste, et ne pas démissionner, et de contribuer à la résistance à travers certaines communications. En fait, est-ce que vous croyez que le cas de Maurice Papon joue en lien avec votre position durant votre questionnement sur la question de est-ce qu'une justice vaut mieux qu'un grand désordre? J'avais pas eu l'idée de réinsérer le cas Papon dans cette réflexion qui faisait partie d'un concours d'éloquence auquel j'avais participé, où on demandait si une injustice valait mieux qu'un grand désordre. Mais oui, on peut faire la relation, puisque effectivement, il a accepté de continuer à occuper son poste de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, donc à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Le préfet aussi, hein, son supérieur hiérarchique, a accepté également. L'intendant de police aussi a accepté. 95% des fonctionnaires français, en réalité, ont gardé leur poste sous l'occupation allemande. Et c'est vrai que Maurice Papon, lui, il avait décidé de garder son poste en pensant à ce qu'avait dit le général de Gaulle, qui était à Londres à l'époque, et qui clamait sur les ondes radiophoniques qu'il fallait que les fonctionnaires français gardent leur poste dans la mesure du possible, parce que le temps de la libération viendrait, où les Allemands seraient boutés hors de France, et il faudrait alors que l'administration, la France, reparte et fonctionne de nouveau, la France libre, avec tous ses rouages administratifs et économiques. Donc si tout le monde désertait, si tout le monde démissionnait, la France serait tombée complètement à plat, même après le départ des Allemands, et aurait mis des décennies pour se relever. Donc De Gaulle faisait dire aux fonctionnaires français, en attendant la libération, conservez vos postes, faites ce que vous pouvez dans la mesure du possible au poste qui est le vôtre. Et c'est ce qu'a fait Maurice Papon. Il a essayé de tenir un équilibre précaire entre les instructions du général de Gaulle à Londres, son devoir de secrétaire général, sa morale aussi, et ça l'a conduit à finalement être accusé pour complicité de crimes contre l'humanité avec les Allemands, complicité parce que les auteurs du crime contre l'humanité, les déportations, c'est les Allemands qui les ordonnent, et même à la fin de la période 42-44, c'est les Allemands qui les organisent même, parce qu'ils trouvent que l'administration française fait mal les choses. Ben pour cause, puisque quelqu'un comme Maurice Papon a essayé de freiner la machine nazie, il a essayé de freiner les ordres nazis de déportation, il a même fait libérer des personnes en discutant de la libération de certains prisonniers qui étaient très jeunes, des enfants, des vieillards, et on le voit négocier avec les nazis pour dire « vous pouvez pas emporter cela, vous pouvez pas emporter cela ». Il en a sauvé quelques-uns. Il a participé à la résistance administrative en parallèle, mais enfin, il a mis le doigt il a mis les mains dans le cambouis, comme on dit en France. Il s'est sali les mains tout en essayant de les garder propres au maximum. Il s'est sali une main en gardant une autre suffisamment propre pour, à la libération, être maintenu à son poste par Charles de Gaulle, qui est arrivé au moment de la libération et qui l'a maintenu à son poste, l'a même élevé au grade de préfet du Lot, le département d'à côté. Donc il n'a pas du tout été sanctionné à la libération, Maurice Papon. Il a été promu, il a été félicité par la résistance gaulliste qui prenait le pouvoir. Et puis après, il a eu une longue carrière de préfet en Corse, de préfet de police, qui est un poste extrêmement prestigieux dans l'administration préfectorale française. Et puis enfin, il a même été ministre sous le président Valéry Giscard d'Estaing.
Ministre du budget, je pense. Ministre du budget. Et tout ceci, toute cette carrière prestigieuse, en connaissance de cause du poste qu'il avait occupé à Bordeaux. Il n'avait pas agi en secret. Mais il y a eu un procès parce que des personnes, des associations de déportés juifs notamment, sont allées exhumer des archives qui étaient connues à l'époque de De Gaulle, qui étaient connues dans les années 50, 60, mais dont on avait estimé qu'elles ne méritaient pas de mettre Papon en prison. Tellement, pourquoi? Parce qu'il y avait une contrainte allemande, parce qu'il avait fait ce qu'il pouvait faire, parce qu'il avait aussi appartenu à la résistance administrative. Il donnait des informations sur les positions militaires allemandes, sur l'administration allemande, à la résistance française, qui était friande d'informations justement sur tout ça. Il a abrité des résistants, il en a même caché à la préfecture. Tout ceci, on l'a prouvé au procès. Donc, il a été condamné parce qu'il a signé quelques documents qui ont à voir avec la déportation de quelques dizaines de compatriotes ou de juifs étrangers, mais il n'a pas été condamné à perpétuité, comme le voulaient certains avocats des victimes. Il n'a pas été condamné à 20 ans, comme le voulait l'accusation. Il a été condamné à 10 ans. Ce qui est une peine curieuse pour un crime contre l'humanité. Normalement, un crime contre l'humanité, c'est perpétuité. Donc s'il n'a été condamné qu'à 10 ans, 56 ans après les faits, c'est bien qu'il y avait des choses positives à dire aussi sur lui, qu'il n'avait pas été le salaud qu'on décrit. Moi, je dis souvent, Maurice Papon sous l'occupation, ce n'est ni un héros, sûrement pas un héros, ni un salaud. C'était un fonctionnaire sous l'occupation. Et d'ailleurs, les juges, les magistrats, par exemple, ceux qui l'ont jugé, mais leurs ancêtres magistrats, qu'est-ce qu'ils ont fait? À 95%, ils sont restés magistrats, ils ont appliqué les lois de Vichy. C'est les mêmes qui envoyaient des juifs dans les camps ou dans les prisons. Donc c'est pour dire la difficulté quand on est fonctionnaire français face à un drame, un événement comme celui de l'invasion allemande et de l'occupation allemande, la difficulté de pouvoir déterminer quel est son devoir et ensuite de le suivre. Donc voilà, l'affaire Papon, c'est ça. Il a pris que 10 ans et en plus, il a été libéré au bout de 2 ans et demi pour des raisons de santé, certes. Mais Klaus Barbie ou Paul Touvier, qui ont été jugés pour crimes contre l'humanité quelques années avant, ils sont morts en prison jusqu'au bout de leur cancer. Maurice Papon, on l'a libéré au bout de 2 ans et demi sur ses 10 ans de prison et il a vécu chez lui, tranquille, encore 6 ans à l'âge de 96 ans. Parce qu'il a été emprisonné quand même à 90 ans. Voilà, je referme la parenthèse. Et ce que je trouve curieux surtout, c'est qu'il a été accusé, vous avez dit 56 ans plus tard. La plupart du monde qui participait à son procès n'était même pas né durant les crimes qui ont été commis. Et les témoins la plupart des témoins ont décédé avant même que le procès puisse arriver. Vous avez mentionné certains noms dans votre livre de personnes qui ont parlé hautement de Maurice Papon, qui faisait partie d'un réseau souterrain, qui a logé des résistants dans la préfecture ou dans les hôtels ou chez lui. Oui. Donc, je me demande en fait, c'était quoi le raisonnement derrière cette attaque judiciaire contre Maurice Papon? C'était quoi les intentions de vraiment le condamner à la prison pour les crimes contre l'humanité? Eh bien, il y avait déjà eu en 1987 le jugement de Klaus Barbie, donc le SS, l'homme de la Gestapo, l'Allemand, le nazi, le tortionnaire nazi, qu'on a jugé à Lyon en 87, Jacques Vergès le défendait. 7 ans plus tard, en 1994, on a jugé Paul Touvier, qui là était un Français, mais un milicien, il faisait partie de la milice de Vichy. La milice, cette espèce de police politique d'ailleurs, créée par Vichy, et au sein de laquelle œuvraient donc des miliciens, des collaborateurs avec les Allemands, des collaborationnistes, vraiment des partisans de la collaboration avec l'Allemagne, ce que n'a jamais été Maurice Papon. Et donc on a jugé Touvier, il était défendu par Jacques Trémollet de Villers, et il manquait en fait un procès dans la trilogie. Après l'Allemand, après le milicien français, il fallait, dans l'esprit notamment des Klarsfeld, Serge, Arnaud Klarsfeld, la famille Klarsfeld, mais
dans l'esprit d'un certain nombre de mouvances associatives, d'anciens déportés, etc., il fallait qu'il y ait un troisième procès, le procès de l'administration française. Parce que l'allemand, c'est l'allemand. Le milicien, c'était un Français, Paul Touvier, mais ce n'est qu'un milicien. C'est une petite main, c'est un milicien. Mais l'État français, l'État de Vichy, les fonctionnaires, justement. Donc, ils ont voulu un procès pour juger la France à travers l'un de ces hauts fonctionnaires. Normalement, ça devait être René Bousquet, qui aurait dû faire l'objet d'un procès. Il était le chef de la police de Vichy, donc au niveau national. Papon, il était secrétaire général, pas chef de la police, secrétaire général numéro 2 d'une préfecture en province, à Bordeaux. Ça n'a rien à voir. C'est une position hiérarchique terriblement inférieure à Bousquet. Mais malheureusement pour Maurice Papon, et malheureusement pour Bousquet aussi, Bousquet a été assassiné en 1994, chez lui. Il a été assassiné par un fou qui a voulu l'abattre d'un coup de pistolet. Donc il n'y a pas eu de procès Bousquet. Le chef de la police de Vichy, qui d'ailleurs était un des amis de François Mitterrand, notre ancien président, j'invente rien, tout ça est très connu, a été assassiné. Et donc il ne restait plus que l'affaire Papon, qui n'était pas oubliée, mais qui était un peu en dessous de la pile, et qui d'un seul coup a pris de l'ampleur. Et finalement, le procès s'est tenu, comme vous l'avez dit, 56 ans après les faits. Alors, dans un cimetière de témoins, parce que presque tous les témoins étaient morts, mais il en restait quand même des vieux messieurs. Papon avait 87 ans au moment du procès. Donc, il y a eu quand même quelques vieux messieurs, des résistants gaullistes, des anciens ministres. Je vais passer les noms, mais tout le monde les connaît en France, qui sont venus soutenir Maurice Papon pour dire que Maurice Papon était des leurs, qu'il avait participé à la résistance secrète administrative avec eux et qu'il n'avait occupé son poste à Bordeaux, qu'il ne l'avait gardé que sur les instructions et le contrôle de la résistance. Et ça a fait un effet très impressionnant au procès, parce que le diable d'un seul coup prenait un autre visage, plus compliqué. Il a quand même été condamné, mais dans des conditions plus modérées, et il est sorti de prison quand même relativement vite. Et vous abordez un peu le sujet du résistentialisme, du fait que le lendemain de l'occupation, quand l'occupation est tombée, que tout le monde est ressorti en disant on est tous des résistants. Et on dirait que, en fait, Maurice Papon a été utilisé comme bouclier, comme bouc émissaire, en fait. Et je sens qu'en fait, je vois un peu un parallèle entre le procès de Maurice Papon avec si Maurice Papon était un collaborateur, si Maurice Papon a commis des crimes contre l'humanité, ça ne serait pas le cas pour toute la France. Et les Français qu'eux-mêmes, à travers, disons, leur participation ou leur soumission d'une manière ou d'une autre à l'occupation, leur rendraient complices des crimes contre l'humanité. Mais bien sûr qu'il y a eu une forme de soumission des Français à l'occupation, qu'on peut comprendre peut-être, parce que la force militaire allemande, le nazisme, Hitler, ses troupes, les SS, voilà, il y a eu une forme de soumission, qui n'est pas forcément une collaboration joyeuse, mais une forme de soumission, oui. Et c'est vrai que le résistentialisme, c'est une idéologie après la guerre en France qui consiste à faire comme si on avait tous été résistants. Alors qu'en réalité, les vrais résistants en France, c'était quoi? 1% de la population? 5%? Mais pas plus. L'immense majorité. Les magistrats sont restés en poste à 95%, tous les policiers sont restés en poste, les conducteurs de train sont restés en poste, et les Français qui n'étaient pas des fonctionnaires n'ont pas fui la France, et ont continué à vivre. Je parle de mes grands-parents, nos grands-parents de l'époque, les Français, voilà, ceux des générations d'avant. Donc le résistentialisme, c'est cette drôle d'ambiance où juste après la guerre, tout le monde dit, et vous pourriez le vérifier en France, si vous parlez avec des Français, ils ont tous un résistant, leur grand-père est toujours résistant. Les grands-pères de mes amis, les grands-pères de...
Ça fait plus que 5%, ça. Et on se dit, mais c'est dingue ça. Et pourtant, ils applaudissaient Pétain en 1944. Pétain était adulé en 1900. En mars 44, il vient à Paris, Pétain. Il y a des foules incroyables qui l'approuvent. Et c'est pas la résistance, Pétain. En tout cas, c'est pas la résistance gaulliste. C'est autre chose. On appelle ça la collaboration. C'est plus compliqué. Mais bon, donc le résistentialisme, c'est ce qui consiste. C'est un problème psychique des Français qui consiste à dire. Ah non, on était dans la résistance. Alors que non, on était dans une forme de soumission et de collaboration acceptée. Et c'est vrai que Maurice Papon a pu servir de bouc émissaire de toute une génération, donc celle de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, pour dire on était tous résistants, mais il y avait quelques salauds, lui. Et on purge en fait psychologiquement, c'est comme une catharsis. La France s'est purgée psychologiquement, s'est lavée de ses fautes. Ils l'ont mis sur le dos d'un vieillard qu'on a jugé très tardivement, et alors que il avait eu plus ou moins la même attitude, qui était une attitude qui n'était pas accueillante envers les Allemands, qui n'était pas de collaboration. C'était la norme un peu en France. C'était la norme, et ce fonctionnaire-là, on aurait pu en juger 1000 autres de la même façon. On pourrait juger les conducteurs de train, le patron de la SNCF, parce qu'il y a des wagons qui transportaient des déportés, il y avait des conducteurs de train français. Il y avait des chefs de gare français, il y avait un directeur de la SNCF, les chemins de fer français. Donc on aurait pu poursuivre 100 000 personnes, 50 000, 1000. D'ailleurs, à la Libération, il y a eu l'épuration, on a jugé des collaborateurs obsessionnels. Mais à la Libération, Papon, on ne l'a pas épuré parce qu'on avait estimé que son comportement avait été correct. Voilà, c'est ce que disaient les commissions d'épuration et c'est ce que disaient les gaullistes à la Libération. Comportement correct sous l'occupation, ça veut dire qu'il n'était pas de soumission aux Allemands, mais qui était diplomatique, on va dire, et de résistance habile. Et on considérait qu'il avait eu un comportement correct, donc pendant l'occupation, on considérait qu'il avait été correct. C'est ce qu'on considérait juste après la Libération. Mais 56 ans plus tard, on considérait que c'était de la complicité de crimes contre l'humanité. Voilà. Mais les générations avaient changé. Et les juges et les jurés tirés au sort, jurés populaires en France, qui l'ont jugé, avaient 30 ans, 36 ans, 45 ans. Aucun des juges n'avait connu l'occupation. Aucun. Donc n'avait pu s'imprégner des contraintes de ce qu'était l'occupation allemande et de ce qu'était la vraie situation à son poste d'un fonctionnaire face à la tempête. C'est toute la complexité du cas Papon. Voilà. Et vous avez mentionné brièvement la famille Klausfeld, oui. qu'ils ont voulu médiatiser cette accusation envers Maurice Papon. Qu'est-ce qu'ils ont gagné derrière ce jugement-là de culpabilité de Maurice? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Oui. Ils poursuivaient le but d'avoir ce troisième procès, après Klaus Barbie, après Paul Touvier, l'Allemand, le nazi, le milicien Paul Touvier. Ils voulaient la condamnation d'un haut fonctionnaire français, incarnation de l'État français sous l'occupation. C'est ça qu'ils poursuivaient. C'est leur combat depuis toujours, au sein d'associations qui sont financées, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais c'est leur combat, c'est le combat des Klarsfeld, c'est leur fonds de commerce. Est-ce que la France a changé après le procès de Maurice Papon? Est-ce qu'il y a eu une certaine politique qu'ils ont été capables qui allait dans leur faveur ou quoi que ce soit? En tout cas, après le procès Papon, en la faveur de qui? Je ne sais pas, je veux dire, est-ce qu'il y a eu un comportement qui a changé en France vis-à-vis la culpabilité, disons, de la collaboration, de l'occupation? Est-ce qu'il y a une mémoire de la France qui a changé après ce jugement? Peut-être un peu quand même, parce que le procès a duré 6 mois, du 8 octobre 1997 au 2 avril le plus long procès 1998. C'était à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas, mais à l'époque c'était le plus long procès de l'histoire judiciaire française. 6 mois, c'est long, c'est très long à Bordeaux. C'était long pour nous aussi les avocats, c'était difficile. Alors j'imagine pour Maurice Papon qui avait 87 ans quand même, mais qui boxait, hein,
qui se défendaient, qui avaient fière allure. Mais oui, la France a fait une espèce de psychanalyse, là, une introspection psychanalytique de son histoire, et ça a provoqué quand même pendant ces 6 mois, un peu avant le procès, ça avait commencé, quelques mois avant le procès, et encore quelques mois après le procès, on va dire que pendant plus le procès qui a duré 6 mois, pendant presque 1 an, la France a regardé en arrière et a fait son introspection. Moi, j'ai parlé d'une France en plaidant, j'avais parlé d'une France en pleine psychanalyse, parce que c'est exactement ça. On a fait, nous les Français, l'introspection sur ce qu'avait été notre comportement sous l'occupation. Et c'est une période extrêmement complexe. Mais le but des Klarsfeld, c'est pas celui-là. Eux, ils ont des buts vraiment militants, idéologiques. On les connaît, de culpabilisation profonde de la France, c'est leur objectif. Ils continuent d'ailleurs maintenant. C'est très étonnant parce que à l'époque, on les voyait plutôt comme des héros de la lutte contre peut-être l'extrême droite et l'antisémitisme et tout ça. Puis aujourd'hui, ils appellent à voter Le Pen, quoi. C'est très très curieux. Et ils sont aussi en train de justifier les actes que l'Israël commet à Gaza voilà. en ce moment. Donc ils se sont battus pour dénoncer, faire juger des gens comme Klaus Barbie, des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité. Ils se sont battus toute leur vie pour ça. Et puis on est 30 ans après, et aujourd'hui on les voit à appeler à voter à l'extrême droite. À soutenir, ça revient à ça, les massacres perpétrés par l'armée israélienne sous prétexte de défense, de droit à se défendre, alors qu'en fait, 65 000 morts, un tiers d'enfants, enfin on connaît le sujet, qui, dans le meilleur des cas, il s'agit de crimes de guerre, dans le meilleur des cas, ou de crimes contre l'humanité, et dans le pire des cas, de génocide. Moi, j'ai le sentiment, pour bien connaître ces sujets, crimes contre l'humanité, génocide, du fait de ma participation à l'affaire Papon pendant des années, je connais très bien ces notions. Et il est évident que ce qui se passe à Gaza remplit les conditions du génocide. Et c'est pas idéologique de ma part de dire ça. Je suis pas de LFI, je suis pas d'extrême gauche, c'est pas le sujet. Mais il est évident que les conditions juridiques du génocide sont remplis. Le massacre de Srebrenica, en 6 000, 8 000 hommes, adolescents et hommes massacrés musulmans en ex-Yougoslavie, 8 000 morts, génocide, ça a été reconnu judiciairement, il y a eu des condamnations pour génocide officiellement. Donc c'est pas le nombre de morts, il n'y a pas besoin de millions de morts pour avoir un génocide. Srebrenica, 1995, génocide reconnu internationalement, judiciairement. Gaza, 2023-2025, 65 000 morts. Il n'y a pas besoin du nombre des morts, mais il y en a 10 fois plus qu'à Srebrenica pour le moment. Et même sans parler du nombre des morts, les conditions juridiques et les déclarations politiques faites par les ministres extrémistes, notamment d'Israël, mais établissent le génocide. Mais de façon limpide. Mais tout ceci... Documenté. Mais c'est documenté. Et puis c'est pas fini. La documentation va s'accumuler dans les années qui viennent. Il va y avoir un décalage dans le temps. Il y a toujours un décalage dans le temps. Entre le massacre de Srebrenica à 95 et sa reconnaissance judiciaire, c'est des années. Entre Klaus Barbie, Maurice Papon, Paul Touvier, l'occupation, et leur jugement 40-50 ans après, il y a 40-50 ans. Ben pour Gaza... ça mettra peut-être pas 10 ans, ça mettra peut-être pas 5 ans, ça mettra pas 40 ans, mais ça va mettre quelques années, mais ça va se terminer par des procès pour génocide. Génocide et crimes contre l'humanité. Et les Klarsfeld, qui étaient les combattants contre le crime contre l'humanité pendant des décennies, sont maintenant dans une position, je sais même pas comment ils font pour se regarder dans une glace. Mais en réalité, ils le peuvent facilement, parce que ce sont pas des gens honnêtes, ce sont des militants. Ce sont des idéologues qui n'ont eu toujours pour combat qu'une seule direction,
C'est l'obsession de la défense d'Israël, et ça s'appelle le sionisme. Voilà, ce sont des militants français ultra-sionistes. C'est tout. Ce n'est rien que cela. Et je ne crois pas à leur honnêteté intellectuelle, je ne l'ai jamais cru. Quand ils se battaient contre Maurice Papon, je ne croyais pas du tout en leur honnêteté intellectuelle. Et les années qui ont passé, jusqu'à aujourd'hui, où ils appellent à voter à Marine Le Pen et puis ils soutiennent Israël et finalement les massacrent, sans s'émouvoir du tout de ce qui arrive aux populations palestiniennes, prouvent que j'avais raison. J'avais raison de ne pas faire confiance à leur honnêteté intellectuelle il y a 30 ans. Maurice Papon a fini par recevoir un jugement de culpabilité. Il a fini par avoir 10 ans de prison. Après 2 ans, vous avez réussi à le sortir de prison dû à sa condition de sa santé. Votre grande mission dans votre livre, c'est que vous décrivez que vous l'avez promis qu'il n'allait pas mourir derrière les barreaux, qu'il serait libéré. Il est libéré dans les années, à l'âge de 90 ans, peut-être plus. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que ça représentait pour vous, cette mission de s'assurer qu'il retrouve sa liberté? Oui. Maurice Papon a été donc condamné à 10 ans, il a été incarcéré. Il a été incarcéré en 1999, il avait presque 90 ans. Et en fait, il est resté 2 ans et demi en prison parce que pendant 2 ans et demi, on s'est battu. Et moi, je lui avais promis qu'il ne mourrait pas en prison. Mais ma promesse, je n'étais pas sûr de pouvoir la tenir. Mais c'était pour entretenir son moral, en fait. Parce que il était le plus vieux prisonnier de France. Il avait 90, puis 91, puis 92. Il n'y avait pas de problème en prison, hein. Les autres prisonniers respectaient sa vieillesse, il était protégé, sécurisé, donc il n'y avait pas de difficultés avec la population carcérale et tout ça. D'autant que c'est un homme extrêmement courtois avec l'administration pénitentiaire, avec les autres détenus. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai fait en sorte que Maurice Papon et Carlos se rencontrent et se saluent en prison. Un samedi matin, c'est un aparté, hein, mais j'y pense. Un samedi matin, j'allais à la Santé. Vous savez, cette prison où se trouve aujourd'hui d'ailleurs notre ancien président, Nicolas Sarkozy. Donc j'allais à la Santé et j'allais visiter 2 clients ce matin-là. J'allais visiter d'abord Maurice Papon, le plus vieux. C'était normal, préséance. Et je devais visiter Carlos juste après. Ce qui est quand même... ça me laisse des souvenirs incroyables. On était en 2000, à l'époque, l'année 2000. Et je me souviens de ce matin, ce samedi d'un automne, un jour d'automne de l'année 2000 où je vais à la Santé, je rencontre Maurice Papon, on se parle, on parle du dossier, etc. Et au moment de changer, de le voir partir pour qu'on m'amène Carlos, je demande au gardien si exceptionnellement ces deux-là, parce qu'ils me parlaient l'un de l'autre. Ce qui est drôle, hein, l'ancien préfet de police, l'ancien terroriste, c'est 2 mondes. Mais je savais qu'ils ne se côtoyaient pas en prison? Non, ils pouvaient pas se croiser en prison. Ils étaient isolés, chacun. Bon, non. Et Papon me dit, oh mais moi, je saluerais bien Charles. Il l'appelle Charles, Carlos. Hein. Je saluerais bien Charles. Je dis, mais il en parle comme ça. Je lui dis, mais écoutez, on va essayer de faire en sorte que vous vous saluiez. Et je demande au gardien de prison la possibilité, qu'il puisse te serrer la main. Et il accepte, le gardien de prison. Bon, il commet une faute, hein, mais bon, merci d'avoir accepté. Et finalement, on a passé 5-10 minutes à 3 dans une toute petite pièce, le parloir avocat, où j'avais à ma gauche Maurice Papon, à ma droite Illich Ramirez Sanchez Carlos, se congratulant, monsieur le ministre, cher Charles, se disant bonjour, c'était incroyable. Peu importe ce qu'ils se sont dit ensuite, je m'en souviens, mais c'est confidentiel, mais c'était surréaliste. C'était surréaliste, magique. Puis j'avais surtout mes 2 clients emblématiques, là, j'ai pas pu prendre de photos, c'est dommage. Enfin bon, je ferme la parenthèse pour dire que Papon était condamné à 10 ans et il a été incarcéré vers 90 ans. Et pendant 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, en fait, je lui faisais la promesse qu'il mourrait libre. Parce que c'est différent de mourir en prison et de mourir libre. Eh oui, c'est très différent. Pour la dignité du prisonnier, surtout à son âge.
Lui, il n'y croyait pas, hein, il n'y croyait pas. On a fait des demandes avec Jean-Marc Varro, qui est son avocat principal. Moi, j'étais avec Jean-Marc Varro, son plus jeune avocat. On a fait des demandes de grâce au président Jacques Chirac, rejeté, une deuxième rejetée, une troisième rejetée. On a compris qu'on n'aurait rien de la part de Chirac. Donc, on a utilisé la voie procédurale que nous offrait une réforme récente sur le droit des malades en France et qui permettait de demander une suspension de la peine, temporaire ou définitive, ça dépend de la maladie, quand un collège de médecins, d'experts médicaux, désignés par la justice, pas désignés par les avocats, désignés par un juge, quand ce collège d'experts estimait que l'état de santé d'une personne, en raison de sa maladie, de son âge et de sa maladie et de ses pathologies éventuelles, devenait incompatible avec la détention. Et le collège d'experts a dit que l'état de Maurice Papon était incompatible avec la détention. Ce qui n'est pas étonnant, parce que au moment où ces experts ont dit ça, il avait 91 ans. Personne n'a 91 ans en prison en France, personne. C'était le prisonnier le plus vieux. Mais oui, vieux. c'était le plus vieux prisonnier de France. Il y avait peut-être des prisonniers de 78 ans, peut-être 75 ans. Je ne sais même pas s'il y avait des prisonniers de 80 ans. Alors lui, 91 ans, voilà. Et c'est pas adapté. Il y a des escaliers, il fait pas chaud, il peut faire froid dans une cellule. Moi, je l'ai vu dans des états, il était violet et tout. Il était vraiment... Là, pour le coup, il y avait une atteinte physique de la prison envers le vieillard. Ça se voyait. Je le voyais presque en train de mourir. Donc, le collège d'experts a dit que son état n'était plus compatible avec la détention. C'est pas moi qui le dis, c'est des médecins. Mais le juge d'application des peines a refusé de suspendre la peine. Donc on a fait appel, c'est-à-dire si vous voulez, l'avis des médecins n'était qu'un avis. Mais le juge fait ce qu'il veut. Le juge n'est pas lié par ce que disent les médecins. Et le juge a dit, bon, les médecins disent ça, mais moi, j'estime ne pas pouvoir faire droit à la suspension de peine. Les médecins ont beaucoup plus de connaissances à ce sujet-là. C'est comme ça. Les médecins, ce sont des experts auxquels est confié ce rôle, et le juge, il a un autre rôle qui est de décider. Voilà, donc il n'est pas obligé de suivre l'avis des médecins. Ce n'est pas les médecins qui décident. C'est comme ça la justice. Chaque fois qu'il y a des expertises et des experts qui se prononcent en matière judiciaire, vous savez, psychologique, psychiatrique, médicale ou même des experts techniques, ils donnent leur avis, mais c'est les juges qui décident. Et le procureur disait quoi donc, derrière tout ça? Ah, le procureur s'opposait à la libération, dans mon souvenir, bien sûr. Et on a fait appel, et là on s'est retrouvé devant la cour d'appel de Paris avec 3 magistrates même, c'était 3 femmes. Avec Jean-Marc Varro, l'autre avocat principal, on a plaidé, c'était en 2002, et on a plaidé pendant 1 heure ce que disaient les rapports d'expertise. Et moi, j'ai notamment dit, de toute façon, si vous rejetez la demande de suspension de peine, on va en faire une deuxième dès le lendemain. Et puis une troisième dès le lendemain. Et puis une quatrième, et j'ai dit, jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc on a essayé de mettre une pression maximale, parce que jusqu'à ce que mort s'en suive, ça voulait dire, vous allez rejeter. Et un jour, vous êtes coupable, en fait. Et puis un jour, il va être mort, du fait des conséquences de la prison, que les experts vous auront décrit depuis le début, et vous n'aurez pas fait votre devoir de magistrat. C'est ça que ça voulait dire. Mais bon, c'était, si vous voulez, c'était un petit peu une pression exercée sur eux, mais on n'avait pas non plus d'arme absolue pour les convaincre. Et à notre grande surprise, parce que nous, on pensait qu'on n'allait pas y arriver, à notre grande surprise, ces 3 magistrats, ces 3 femmes magistrates, courageusement, ont appliqué la loi, même pour Maurice Papon. C'est la loi, oui. Et voilà, et elles ont dit, nous, on se fie aux examens médicaux objectifs et on prononce la suspension de peine. Et il a été libéré, ça a créé un scandale, parce qu'il est sorti sur ses jambes, en costume,
il est rentré dans la voiture de ses avocats, sur ses jambes, bien droit, et les gens, les médias auraient voulu le voir sortir, vous savez, sur un lit d'hôpital ou sur une civière, à l'article de la mort, comme on dit. Eh ben non, c'était pas ça, il n'était pas grabataire. Les médecins n'ont jamais dit qu'il était grabataire. Ils ont dit que la prison aggravait les conséquences de la grande vieillesse et que ça avait un aspect inhumain en réalité, dégradant. Et ça a été une belle victoire, ça a été une belle victoire. Après, il est rentré chez lui et puis il a vécu 5 ans de plus environ. Il est mort à 96, presque 97 ans. Voilà. Mais il y a un enjeu qu'on ne parle pas surtout dans la vie de Maurice Papon, mais c'est surtout son implication dans la colonisation d'Algérie à travers les... en fait, le 8 mai 1945, après que après que la Deuxième Guerre mondiale est terminée, la France a commis certains massacres en Algérie. Et ensuite, il y a eu, je pense que ce qu'on qualifie le 17 octobre 1961 comme étant un massacre de manifestants algériens qui ont tous été commis sous l'autorité de Maurice Papon. Alors, sous l'autorité de Maurice Papon, lui-même sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Roger Frey, lui-même sous l'autorité de Charles de Gaulle, hein, le chef de l'État, le général de Gaulle. Donc, Maurice Papon, à l'époque, au moment du 17 octobre 61, on va resituer quand ça se produisait, il était le bras policier armé de Charles de Gaulle dans Paris. Faut pas l'oublier. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait sur les instructions de Gaulle et de son ministre de l'Intérieur. C'est pas Maurice Papon qui agit indépendamment de toute autorité politique. Non, non, c'est sur les instructions de Charles de Gaulle. Et au moment du 17 octobre 61, il occupe le poste stratégique, il l'occupera 10 ans d'ailleurs, un des records en France de durée. Il occupe le poste de préfet de police de Paris. C'est un poste unique en France. Il n'y a pas d'autre poste de préfet de police en France. Il y a des préfets dans toute la France, dans toutes les régions, mais préfet de police, c'est propre à Paris, parce que la capitale, parce que ville à l'histoire insurrectionnelle, très connue, donc il y a un poste sécuritaire, c'est le poste de préfet de police. Il avait précédemment occupé des postes en Corse, préfet de Corse, et il avait même eu des fonctions pendant la guerre d'Algérie, je parle de Maurice Papon, d'IGAM, comme on dit, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dans le Constantinois. Il avait eu des postes d'autorité militaro-policier, on va dire, à la fois administratif-policier, mais avec une dimension militaire aussi, en Algérie, pendant les événements d'Algérie. Mais là, on est en 61, et donc il est préfet de police, et le 17 octobre 61 a lieu une immense manifestation pour l'indépendance de l'Algérie, qui est organisée par le FLN, donc le Front de Libération Nationale algérien, et De Gaulle, alors qu'on approche des accords d'Évian, on est tout près des accords d'Évian en 62, c'est-à-dire de l'indépendance de l'Algérie. On est en phase de négociation. 17 octobre 61, on est à quelques mois de 1962, les accords c'est mars 62, mais on est en pleine négociation avec le FLN, les autorités françaises, avec les autorités algériennes du FLN, sont en pleine négociation pour savoir comment on va se séparer dans l'ère post-coloniale. Et De Gaulle, pendant ces négociations, il ne veut pas être en position de faiblesse, donc il ne veut pas se laisser damer le pion, se laisser impressionner, laisser les Français être impressionnés par une manifestation algérienne de masse dans Paris. Donc il dit à son ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et à son préfet de police, Maurice Papon, « Vous me tenez Paris face à cette manifestation, quoi qu'il en coûte. » Quoi qu'il en coûte, ça a donné beaucoup de morts. Faut admettre la réalité historique, hein. Beaucoup de morts. On a parlé de 300 morts, en réalité c'est plus compliqué. Un rapport du conseiller d'État Mandelkern en 1999, donc il n'y a pas si longtemps, mais près de 40 ans après les faits, a établi qu'il y aurait eu
entre 20 et 30, on va dire une trentaine de victimes algériennes. Pas 300, une trentaine. Retrouvées noyées, matraquées, étranglées dans la Seine. Et qui serait donc le fait de violences policières. La police sous l'autorité de Maurice Papon. Il y a eu une plainte contre lui dans les années 90, encore une plainte pour crime contre l'humanité, mais elle a été classée par la justice car une loi d'amnistie française existe qui couvre tous les événements liés à la guerre d'Algérie. Ça a été considéré comme un événement lié à la guerre d'Algérie. Donc voilà, il y a eu 30 morts, c'est un moment dramatique. La police a eu des comportements excessifs, inadmissibles, mais dans un contexte où il y avait presque une guerre civile en France, surtout à Paris, il faut bien le reconnaître, essentiellement à Paris, puisque à l'époque, la nuit, des commissariats étaient mitraillés par le FLN, il y a des policiers qui étaient abattus régulièrement, très régulièrement dans la rue, et la police, qui devait réprimer la manifestation interdite du 17 octobre 61, c'est en quelque sorte vengée, et vengée de manière excessive, inadmissible, en tuant manifestement, lors de la répression, une trentaine de personnes, et cette police était sous les ordres de Maurice Papon. Voilà, mais les 300 morts dont on parle souvent, un historien, Jean-Luc Einaudi, a écrit un bouquin dessus, il y a une plaque dans Paris qui parle de 300 morts, mais c'est une approximation car en réalité, il y a eu une trentaine de morts, ce qui est énorme hein, pour une manifestation. 30 morts dans une manifestation, aujourd'hui, dans les années 2025, s'il y avait un mort en France, on serait effrayé. Donc 30 morts, je vous laisse imaginer, c'est énorme. Mais c'est pas 300. Les 300 dont on parle, les 300 morts dont on parle, c'est en réalité 300 cadavres d'Algériens qu'on a retrouvés dans la Seine entre septembre et décembre 61. Septembre, octobre, novembre, décembre, sur 4 mois. Ce qui fait beaucoup d'ailleurs. Mais c'est pas des cadavres qui sont tous liés au 17 octobre 61, puisqu'on en a retrouvé en septembre. En septembre, on a dû en retrouver 70 des cadavres dans la Seine. Souvent égorgés d'ailleurs, et d'Algériens. C'est parce qu'il y avait aussi, sur le territoire français, au-delà de la guerre civile entre le FLN et la police française, il y avait aussi une autre forme de guerre civile entre le FLN et le MNA, l'autre mouvement de libération algérien, mouvement nationaliste algérien, et le FLN éliminait les cadres du MNA en France sous prétexte de collaboration avec l'État français ou d'être insuffisamment solide et indépendantiste. Et il y a eu des règlements de compte entre eux, et le FLN ça c'est une réalité historique aussi, il a assassiné, notamment par égorgement, beaucoup de cadres du MNA. C'est ceux de septembre, c'est ceux de novembre, décembre. Mais ces 300 morts, c'est pas 300 morts de la police française. La police française, elle aurait tué environ 30 personnes, ce qui est déjà énorme. Après le cas très médiatisé de Maurice Papon, vous avez été présenté avec le cas de Carlos Illich Ramirez. Je pense que c'était suite à une séparation entre Maître Jacques Vergès et Carlos. Il y a un peu un mythe qui est créé derrière Carlos. Moi, je le connais à travers les films et les articles qui ont été publiés sur lui. Il est entre autres reconnu d'avoir commis l'attaque sur l'OPEP à Vienne, où il a pris en otage les délégués des pays, des membres de l'OPEP, puis les a sortis jusqu'en Algérie puis en Libye. Bref, tout un attentat qu'il a commis là-bas. C'est qui, en fait, Carlos, pour vous? Vous avez réussi à travailler avec lui pendant plus de 30 ans. Un petit peu moins, peu moins. 28 ans. C'est qui, Carlos, en fait? Alors, son vrai nom, c'est Illich Ramirez Sanchez. Hein, il est né au Venezuela le 12 octobre 1949, dans une famille bourgeoise, un père avocat, des gouvernantes, des études à l'étranger, vraiment bonne famille au Venezuela, c'est vraiment des bourgeois. Pas seulement selon les standards de l'Amérique du Sud, mais selon les standards universels, c'est des bourgeois. Moi je sais parce que dans la fin des années 90, début des années 2000, j'ai voyagé au Venezuela, à Caracas, et j'ai rencontré ses frères, j'ai rencontré sa mère, son père, mais c'était il y a 25 ans, hein, et j'ai vu le standing de vie quand même, plutôt agréable.
Donc c'est un bourgeois né à Caracas en 49, et dont le père était, tout bourgeois qu'il soit, marxiste-léniniste, fanatique, et il a incrusté ça, l'idéologie marxiste-léniniste révolutionnaire, dans la tête de ses trois fils qu'il a appelés Vladimir Ilitch et Lénine. Donc tout est dit, Vladimir Ilitch dit Lénine, tout est dit. Et alors il y en a deux qui sont devenus des ingénieurs, qui ont monté une entreprise d'ingénierie et d'architecture, ça c'est ses frères, mais il y en a un, le cadet, Ilitch, Ramírez Sánchez, qui lui, la propagande paternelle, révolutionnaire marxiste-léniniste, a tellement fonctionné qu'il a décidé de devenir un révolutionnaire international, avec à l'image, avec à l'esprit probablement en cette époque où il avait 18 ans, 19 ans, Che Guevara, hein, qui dans les années 50, 60 avec Castro a mené son chemin jusqu'à sa mort en 66, je crois. Ilitch Ramírez Sánchez Carlos avait 17 ans à l'époque, donc Che Guevara était une sorte d'image, de modèle comme ça, révolutionnaire international, et l'influence du père. Donc voilà, il est parti à Moscou, à l'université, puis il a très rapidement rejoint le combat palestinien, puisqu'il est rentré, il est devenu membre du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, de Georges Habash, en relation avec Wadi Haddad, qui était le chef opérationnel des opérations extérieures, et c'est le début de son aventure internationale, terroriste, révolutionnaire et terroriste, hein, on peut utiliser les deux termes en les associant l'un à l'autre, parce que on peut être révolutionnaire et commettre des actes terroristes, c'est pas contradictoire. Et c'est le début de son aventure qui va le mener non seulement en Palestine, mais après à l'abri du rideau de fer, en Allemagne de l'Est, en Bulgarie, en Roumanie, et puis la Syrie, et puis le Soudan à la fin, etc., avec un certain nombre d'attentats et d'exécutions qu'on lui attribue, notamment en Europe, où il a été jugé, notamment en France, pour des séries d'attentats tout au long des années 70 et des années 80, séries d'attentats qui ont été jugés seulement dans les années 2010. Enfin, un jugement en 97, puis ensuite, tout au long des années 2010, 2011, 2013, 2017, 2018, c'est très récent en fait. On l'a jugé 3-4 fois pour des attentats contre les trains en France, des meurtres d'agents secrets français de la DST en 75, un attentat à la Grenade en 74 en France aussi. Enfin, ça a été pour la France l'ennemi public numéro 1 pendant 10 ou 15 ans. Voilà. Moi, je l'ai rencontré effectivement en 98, j'avais 30 ans. Il avait déjà comme avocate une femme avec qui d'ailleurs il s'est marié en prison, en tout cas religieusement, sous l'onction de la religion islamique. Parce qu'il avait converti à l'islam. Parce qu'il s'était converti à l'islam au début des années 70, précisément au moment où il se lance dans le combat pro-palestinien, alors qu'il vient du Venezuela, il vient de l'autre bout de la planète, c'est un Sud-Américain, mais qui s'éprend de la cause palestinienne. D'ailleurs, c'est toujours le cas maintenant en prison, hein. Il suit les événements avec beaucoup d'intérêt. Ça a été toujours son combat préféré, même si après, sans vraiment quitter le combat pro-palestinien, il est parti à travers la planète, notamment à l'Est, pour accomplir des missions opérationnelles, comme il dit, au nom du bloc soviétique, et qui est quand même quelque chose de plus large que le seul combat palestinien. Mais il a toujours eu de l'affect, et il a gardé un affect et un œil porté sur le combat palestinien, je le répète, qui constitue les débuts de son activisme pendant plusieurs années, hein, presque toutes les années 70 en fait. En tout cas, la grosse première moitié, les 2 tiers des années 70 sont dédiés par Carlos à la Palestine. C'est une grosse partie de sa vie, c'est sa jeunesse extrême en fait, qui est là entre 20 et 30 ans. Voilà. Et donc, moi je le rencontre en 98, alors que il a été capturé par la France, enlevé au Soudan en 94. Il avait Jacques Vergès comme avocat. Ces deux-là s'aimaient beaucoup, se connaissaient de longue date. Moi, je les ai vus en prison, je les ai vus.
Je les ai vus s'embrasser, se congratuler, s'appeler par leur prénom, Jacques, Illich. J'ai vu ça, j'ai vu que ces deux-là s'aimaient, dans le meilleur sens du terme. Mais je ne sais pas pourquoi, ils se sont séparés. Voilà. Enfin, je sais un peu pourquoi, mais j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Et quand il a quitté Jacques Vergès, il avait déjà comme avocate donc Isabelle Coutempère, avec qui il s'est marié sous la religion islamique. Et donc, il a décidé de choisir un deuxième avocat, et c'est tombé sur moi, tout simplement parce que je sortais du procès Papon. Pendant 6 mois, on m'avait quand même beaucoup vu à la télévision, à la radio, dans les journaux. Donc, il m'a reconnu en prison. J'allais voir un client et il m'a sauté dessus tout de suite. Enfin, il était de l'autre côté d'une vitre et il tape à la vitre et il me dit « Maître Villemin, je vous imite pas son accent, hein, je pourrais imiter son accent parce qu'il a un accent hispanique très prononcé. J'ai envie de l'imiter, mais je vais pas le faire. Donc il me dit venez voir. Vous avez été très courageux au procès Papon, c'est magnifique ce que vous avez fait, belle solidarité envers le vieux ministre. Voilà, il était dithyrambique et très flatteur. Et il me dit je vous écris pour que vous puissiez venir me visiter. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il m'a écrit. Je suis allé lui rendre visite. J'ai demandé un permis de visite au juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Et puis, l'aventure a commencé, puisque le courant est passé entre nous. Une confiance s'est construite. Oui, il a eu confiance en moi, parce qu'il est très suspicieux, très paranoïaque. Il craint toujours que vous soyez envoyé en cheville avec la police ou quelque chose comme ça. Mais il m'a fait confiance, il a eu raison. Et le courant est passé, vraiment. Et donc ça dure depuis 27 ans maintenant. Mais enfin, ce qui m'a surpris beaucoup, moi, au début, parce que le personnage, ça m'impressionnait d'avoir à le rencontrer quand même. Carlos, c'était quelqu'un, et plutôt quelqu'un d'impressionnant, voire qui pouvait faire peur. Et j'ai été très surpris de rencontrer un personnage. Il avait 48 ans à l'époque. Aujourd'hui, il en a 76, il a vieilli, bien sûr. Mais il avait 48 ans, il était en pleine forme, pleine énergie. Et j'étais surpris de tomber sur quelqu'un d'extrêmement attachant, jovial, souriant, chaleureux, pas sérieux, faisant le clown même, disant des choses, des blagues avec les gardiens de prison, avec moi, prenant des libertés, enfin une attitude extrêmement surprenante, en décalage total avec l'image publique du tueur international, du poseur de bombes. Tout ça est vrai, hein, d'ailleurs. Carlos, c'est un tueur. Il le dit lui-même. Hein. Il dit « Je suis un tueur ». Ah oui. Il le dit tout le temps. Donc, et combien de personnes il a tué, c'est quelque chose... je suis pas en train de lui tirer les balles dans le dos, là. C'est ce qu'il dit. Vous respectez le message qu'il dit. Ah ben, c'est ce qu'il dit devant les juges. Il le dit. Il dit, dans ce dossier, je ne suis pas coupable, mais c'est vrai que, de façon générale, je suis un tueur, vous savez combien de personnes j'ai tuées. Donc, il est comme ça. Donc, il parle de choses très graves, de choses horribles, mais avec humour, comme si c'était un jeu. En réalité, c'est quelqu'un de très sérieux, avec une énorme mémoire, très intelligent, très cultivé, une idéologie dont il n'a pas varié. Comme il dit, je suis un vieux coco. Il dit tout le temps, je suis un vieux coco. Donc je suis un vieux coco, je suis un vieux communiste, pro-palestinien, anti-sioniste. C'est comme ça depuis les années 70, c'est comme ça dans les années 2025, ce sera comme ça jusqu'à sa mort. Donc c'est quelqu'un de très sérieux, avec une idéologie bien arrêtée, mais qui est capable de faire le clown, de blaguer, d'être très chaleureux. C'est très déstabilisant. Et il est très charmeur aussi. Avec les femmes, ça c'est sûr. Elles craquent toutes. Ah ben, voilà. Je l'ai vu, hein, des gardiennes de prison, des avocates et tout, elles sont sous le charme, tout le temps, tout le temps. Mais il est charmant avec les hommes aussi, en ce sens que il crée une relation affective presque immédiate. Donc il faut faire attention aussi, parce que c'est Carlos aussi, donc il faut toujours tenir une forme de distance. Voilà, j'essaie de vous décrire un peu l'homme, le prisonnier que je connais, qui est vraiment extrêmement curieux par rapport à l'image publique.
Dans votre livre, vous mentionnez le terrorisme, c'est le combat d'un soldat sans État, la guerre, celui d'un soldat avec un État. Ben, bien souvent, c'est ça, oui. Et j'ai aussi une autre citation, je pense, c'est de Jean Baudrillard qui dit « À la limite, c'est eux qui l'ont fait, mais c'est nous qui l'avons voulu. » Dans le sens que, en fait, pour que du monde comme Carlos existe, il doit y avoir une certaine injustice qui a été créée qui pousse certaines personnes à commettre des actes d'une aussi grande, qui ont un aussi grand impact, en fait. Ben, bien sûr. Et c'est pas légitimer le terrorisme dont sont victimes des gens à travers le monde, des Français au cours des dernières années. Ça n'est pas légitimer le terrorisme que de donner ces explications. Le terrorisme, bon, il n'est pas légitime puisqu'il constitue des infractions. Il y a des morts, il y a des explosions. C'est jamais légitime le terrorisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que néanmoins, ça a toujours une cause. Et une cause qui est toujours d'une violence finalement bien supérieure au terrorisme lui-même. Ben, je pense par exemple à l'Algérie, la rébellion algérienne. Moi, quand j'étais tout jeune, je comprenais pas tout ça, mais avec le temps, avec la culture, avec la lecture, avec les rencontres, on finit par réaliser tout ça. Pour moi, dans mon enfance, c'était juste après la guerre d'Algérie, le FLN, c'était des horribles Algériens qui trucidaient les soldats français et les civils français. C'était ma vision. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je vois plus les choses de cette façon aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs. Le FLN, c'est simplement une armée de libération de soldats qui n'ont pas d'État, de terroristes qui n'ont pas d'État, parce que la France les qualifiait terroristes, le FLN, et qui, face à la colonisation, qui n'est jamais une colonisation heureuse, quoi qu'on en dise. C'est n'importe quoi. La colonisation est toujours dramatique, la colonisation est toujours méprisante, indigne et violente en réalité. Et donc, qui face à une violence historique inscrite dans la durée d'un siècle et plus, réagit par finalement la même sorte de violence, mais par d'autres méthodes pour déstabiliser l'occupant, pour déstabiliser le colon, et puis finalement l'emporter. Et aujourd'hui, le FLN, plus personne ne dit que c'est des terroristes. Voilà, c'est un parti, c'est l'État algérien. Alors on le critique, il y a encore des frictions en France, on le voit entre. Mais voilà. Donc c'était pareil. Nelson Mandela, il a fait 27 ans de prison. C'était un terroriste. Hein, il a posé des bombes. Il y a eu peut-être un mort. On le sait ça. Mais il se battait contre quoi? Contre la violence extrême que constituait l'apartheid, c'est-à-dire le racisme d'État. Et puis il a terminé quoi? Il a terminé comment Mandela? Il a terminé président d'Afrique du Sud, figure positive universelle sur la planète et à juste titre, à 1000 lieues de la qualification terroriste. Donc c'est quand même, et c'est presque toujours comme ça. Et qui sait, mais Arafat aussi pour la Palestine, il a subi le même opprobre pendant des décennies, terroriste Arafat, et il a terminé sa vie il n'avait plus la même image. Il avait une image très positive de façon générale, parce qu'il avait mené des combats légitimes, etc. Donc il ne s'agit pas de faire l'apologie du terrorisme, je ne fais pas du tout ça. Je n'ai pas envie de me retrouver devant le tribunal, pas d'apologie du terrorisme, mais de constater qu'historiquement, à chaque fois, la qualification terroriste sur le plan juridique, médiatique, politique, elle est appliquée à très souvent. Alors il y a peut-être des exceptions. Il y a peut-être aussi de pures ordures terroristes qui accomplissent des choses insensées sans objectif. Mais quand je pense à Mandela, contre l'apartheid, quand je pense au FLN, contre la colonisation française, quand je pense à Arafat, vous avez vu, je parle d'Arafat, je parle pas de maintenant. Quand je pense à Arafat, Yasser Arafat, longtemps qualifié terroriste et puis finalement reconnu et chef de l'autorité palestinienne, respecté par tout le monde, longtemps, je constate qu'effectivement, bien souvent, le terroriste, c'est le soldat, c'est un soldat qui n'a pas d'État contre des armées nationales de soldats d'États puissants, souvent. Le monde a grandement changé depuis l'incarcération de Carlos. Justement, le 7 octobre, il y a eu
une grande guerre qui est devenue un génocide à Gaza. Il y a eu une confrontation entre les États-Unis puis l'Iran. Il semble que les États-Unis se préparent à faire une guerre contre le Venezuela, le pays d'origine de Carlos. Je veux dire, Carlos n'a pas vraiment l'opportunité de communiquer avec le reste du monde, mais j'imagine que vous parlez un peu de géopolitique et d'actualité avec Carlos. C'est quoi sa vision un peu du monde en ce moment? Qu'est-ce que ça serait son message, en fait, s'il pouvait en passer un à travers... Mais moi, mon rôle, il n'est pas de passer un message d'un client comme Carlos, donc je dois faire attention à la façon dont je parle, mais dont je ne vais pas parler de son message, mais lui, sa grille de lecture, son analyse du monde, là où il est en prison, elle est exactement la même que dans les années 60 ou les années 70, quand il a commencé. Il n'a pas changé d'un iota. Il considère que les problèmes sont toujours les mêmes. Dans les années 70, comme dans les années 2020. Donc, son obsession, je vais parler avec ses termes, avec son langage. Moi, je passe aucun message. Mais son obsession, comme il dit, c'est l'axe américano-sioniste. Depuis les années 60-70, il ne parle que de ça, de son combat contre l'axe américano-sioniste. Washington, Tel Aviv. Et puis aujourd'hui, il dit la même chose. Ça a toujours été, donc on va dire que c'est obsessionnel ou que ça correspond à une réalité. C'est sa grille de lecture du monde. Donc, il vérifie aujourd'hui que sa grille d'analyse d'il y a 50 ans est toujours la bonne, dans sa vision du monde. Vous voyez, moi, je suis un avocat, donc je prends pas d'option, j'exprime pas d'opinion politique. Mais je vous parle de la vision du monde de ce client particulier qu'est Carlos. Eh bien, il vérifie dans ce qui se passe à Gaza, dans ce qui se passe aux États-Unis, Trump, les menaces sur le Venezuela. Il vérifie que, selon sa vision du monde, le pire danger et l'hydre qu'il faut combattre, c'est l'axe américano-sioniste, Washington-Tel Aviv. Voilà, il en est toujours là en fait. Et s'il était libre, je pense qu'il s'inscrirait dans des combats qui ont à voir avec la lutte contre ces deux axes. C'est ce qu'il faisait quand il était libre. Même à l'âge de 76 ans. Même à 76 ans, je suis sûr qu'il aurait le punch, mais dans d'autres fonctions. Il a longtemps rêvé d'être libéré pour retourner dans son pays et peut-être y occuper une fonction politique. Mais c'était il y a 20 ans, c'était il y a 15 ans. Maintenant, le temps a passé. Mais il a longtemps rêvé de ça. Il avait envie de retourner dans son pays s'il était libéré pour y occuper un rôle politique dans le domaine de la sécurité, pour purger l'État avec des méthodes musclées. Oui. C'est ce qu'il me racontait. Et vous avez la chance de rencontrer Jacques Vergès, oui. Qui est, je pense qu'il est décédé en 2014, si je me trompe. Il est mort en août 2013. 2013. Oui. 2013. Et je veux dire, c'était comment en fait rencontrer Jacques Vergès, d'avoir la chance de le côtoyer, de travailler un peu avec lui? Alors, moi le fait de le rencontrer a eu un impact encore plus émouvant, puisque je vais tout vous dire. Moi, je suis devenu avocat en pensant à la figure de Jacques Vergès. Quand j'étais jeune, après le bac, j'en ai parlé, 18 ans, 19 ans, je voyais ce personnage médiatique, cet avocat médiatique, qui ne ressemblait pas aux avocats médiatiques de maintenant, qui avait une hauteur, une épaisseur, une culture, une histoire, un courage assez unique. Donc la figure de Jacques Vergès fait partie des éléments qui m'ont, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est quand même la réalité, qui m'ont conduit vers le fait de vouloir être avocat. J'avais cette espèce de modèle, cette image. Donc après, je suis devenu avocat et j'ai eu la chance de le rencontrer et même de nouer un lien de... Je sais pas si c'est de l'amitié, mais on s'est vu quand même pendant 15 ans, à peu près depuis la fin des années 90, voilà, c'est ça, la fin l'extrême fin des années 90 jusqu'à sa mort en 2013. On s'est vu quand même
au moins, une vingtaine ou trentaine de fois à déjeuner en tête-à-tête, à dîner au restaurant, mais pas avec d'autres personnes, seul, à discuter pendant des heures. Et on a été invités dans quelques colloques aussi, ensemble, à Nantes notamment, sur le crime contre l'humanité, tout ça. Et donc j'ai passé des soirées avec lui et tout. On a beaucoup échangé et souvent, au point de développer une sorte de relation confraternelle, mais un petit peu amicale aussi, franchement. Des camarades. Camaraderie sympathique, puis on avait eu un client commun, Carlos, et puis des expériences un peu communes, lui Barbie, moi Papon, et puis il m'aimait bien. Voilà, une grosse différence d'âge entre nous, hein. Quand il est mort, il avait 88 ans, et moi j'avais 44, donc j'étais 2 fois plus jeune que lui quand même. Donc il y a une grosse différence générationnelle, il pouvait être mon grand-père, hein, en réalité, ou presque, mais moi je l'admirais beaucoup. J'étais très impressionné au début, puis après je me suis détendu. Et lui, je sais qu'il m'aimait bien, parce que d'abord, il m'a écrit certaines choses, il m'a dit certaines choses qui sont très émouvantes. Enfin, moi j'étais très fier d'entendre ça, des compliments de la part de Vergès. C'est pas quelqu'un qui fait des compliments, Vergès. Hein. Il fait pas de compliments, sauf sur lui-même. Pas des compliments sur lui-même, ça il sait faire. Parce que c'est une diva, très narcissique aussi. Voilà, il a des défauts aussi, hein. C'est un grand bonhomme, mais il a quelques défauts. Oui. Un peu narcissique, un peu diva. Donc faire des compliments sur lui-même, ça il sait faire. Mais les compliments aux autres, c'est rare. Moi, il m'en a fait. Et j'avoue que c'est mes plus beaux diplômes. Mes plus beaux diplômes. Et donc je l'ai rencontré, comme je vous l'ai dit, très souvent. Quand on discutait, on parlait que de notre profession, en fait. On parlait que de ça. On ne parlait que de procès, de procédures, de clients, de magistrats. On n'a jamais parlé d'autre chose. C'est vraiment discussion d'avocat. Hein. C'est comme ça. Et que vous dire de plus? Tout le monde le connaît, le personnage. Moi, j'ai eu la chance de l'approcher. Qu'est-ce que vous voulez savoir de particulier? C'est juste, je pense vraiment que c'est une personne qui m'a motivé à m'intéresser de plus en plus à la justice sociale, oui, et de toutes les différentes formes de la justice sociale. Oui, oui. Surtout celui de, faut défendre, on l'appelle l'avocat de la terreur, mais en fait, il est là pour en fait reconnaître que quand il y a une injustice, c'est pas juste la personne qui est accusée qui est coupable, mais c'est la société en tant que telle. Alors oui, et puis surtout, il incarne ce que moi j'admire le plus chez un avocat. C'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau par rapport à lui, mais il incarne ce que j'admire le plus chez un avocat, ce que j'admirais chez les premiers avocats que je suis allé voir en cour d'assises quand j'étais jeune, quand j'ai décidé de devenir avocat. Il incarne l'homme debout, en robe noire, aux côtés d'un monstre, selon l'opinion publique, alors qu'un monstre, ça n'existe pas, hein, un accusé monstrueux, ça n'existe pas, c'est toujours des hommes. Ou femmes de temps en temps, mais jamais de monstre aux longues dents en train de baver, ça n'existe pas, ça c'est le monstre de l'opinion publique. Et donc il incarne l'homme en noir, l'avocat, face à l'opinion, qui se lève aux côtés d'un homme seul, que tout accable, face à la justice, face aux policiers, face aux insultes et aux accusations criminelles les plus graves. Mais un homme se lève, et Vergès incarne cet homme en noir, l'avocat, qui courageusement défie tout le monde finalement, protège son client, brave l'opprobre de tout le monde, et c'est ce courage-là, moi, qui m'a toujours impressionné, avec les pires accusés parfois qu'il a pu avoir. On a dit que c'était l'avocat des causes perdues et tout, mais c'est pas grave. D'abord, c'est pas vrai. C'est pas parce que certaines de ces causes ont été perdues et elles ne pouvaient pas être gagnées. Il n'y avait aucune chance de faire acquitter Klaus Barbie. Tout le monde le sait, et aucune mais chance. La peine de mort, Klaus Barbie, par contre. Voilà, mais ça n'existait plus. Ah. Elle n'existait plus, la peine de mort, à l'époque de Barbie. Mais peu importe, c'est pas parce que parfois on a des causes qui ne peuvent pas être gagnées qu'elles ne méritent pas d'être défendues. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, les plus belles batailles judiciaires, moi dans ma vie d'avocat, c'est pas toujours celles que j'ai gagnées, non. Moi, parmi mes procès préférés, mes plus belles batailles judiciaires, et c'est pareil pour Vergès, il y a des procès
où les clients ont été condamnés, et même parfois à perpétuité. Et néanmoins, on a assumé notre rôle de la façon la plus noble possible lors de combats homériques qui ont laissé un souvenir aux participants des procès, ou aux journalistes, ou à soi-même, ou aux clients. Voilà. Donc les plus belles batailles sont pas toujours celles que l'on gagne. Et Vergès, c'était pas l'avocat des causes perdues. Il a eu quelques causes perdues d'avance. Et alors, c'est ses affaires les plus célèbres, c'est celles qui l'ont rendu célèbre, qui lui ont donné cette notoriété. Tant mieux pour lui. Et puis il a eu des centaines de dossiers où il a gagné, qui sont des dossiers inconnus, dont je parlais avec lui. Des histoires financières, des histoires pénales et tout, qui n'étaient pas médiatisées. Et c'est pareil pour tout le monde. Moi, j'ai quelques dossiers, une dizaine de dossiers médiatisés dans ma carrière de 30 ans, dont certains plus que d'autres. Et puis j'ai des centaines et des centaines de dossiers dont personne n'a jamais entendu parler et qui heureusement me font vivre et où j'ai des victoires, souvent, des échecs, parfois. C'est la vie. Vergès, c'était pareil. Donc nous ne sommes pas, ni Vergès ni moi, pardon de me rapprocher de lui, mais il y a une forme de filiation, je pense quand même, entre nous. On n'est pas les avocats des causes perdues, non. On est les avocats, peut-être des causes spectaculaires, peut-être des causes mêlées de criminels et de politiques qui ont à voir avec l'histoire. C'est des affaires plus intéressantes que celles de simples faits divers, d'un meurtre classique ou d'un viol banal. J'en ai des dossiers comme ça aussi, mais les vraies affaires qui rentrent dans l'histoire, c'est pas ça. Je parle de l'histoire judiciaire, la grande histoire judiciaire. Les vraies affaires qui rentrent dans l'histoire, au-delà même de la sphère judiciaire, ce sont les affaires qui ont une coloration politique, historique. Barbie, Papon, Carlos. Il y a des connexions avec Vergès. On a eu le même type de client à un moment donné, mais avec des parcours très différents. Moi, j'ai pas la richesse du parcours qu'a un Vergès. Dans la résistance, dans le combat auprès du FLN, ça a été un militant, lui. Un vrai militant, pas simplement un avocat, mais un avocat militant dans le sens le plus noble du terme. Pas comme les Klarsfeld. Moi, je suis pas militant du tout. Maintenant, avec toute votre expérience que vous avez avec le système judiciaire français, je suis curieux de savoir quel est votre constat ou votre analyse un peu du système judiciaire français en ce moment. Le système judiciaire français, en fait, mon analyse sur le système judiciaire, elle est ambivalente. Ambivalente pourquoi? Parce que je vois une dégradation du système judiciaire, mais c'est banal de dire ça. Tous les acteurs du système judiciaire le pensent et le disent. Mais ça fait 30 ans quand même, je suis avocat, 1995. Dans les années 90, même dans les années 2000, il y avait un fonctionnement à peu près correct du système judiciaire. Des professionnels de qualité, magistrats, avocats, qui avaient le temps de travailler, qui avaient le temps de rendre des jugements bien motivés, etc. Et au cours des 20 dernières années, on a vu une extrême dégradation, parce que pas assez de magistrats, donc surcharge de travail des magistrats probablement, peut-être des problèmes de recrutement aussi, je ne sais pas, mais la plupart des magistrats sont quand même des gens honnêtes et qui cherchent qui essaient de rendre une justice de qualité, mais avec les moyens qui sont les leurs. Mais on a vu, sous l'effet de la masse des procédures judiciaires, parce que la population augmente, le nombre des procédures explose, pénales, civiles, commerciales, et la magistrature, elle n'a pas explosé en nombre. Les avocats, oui. On est 3 ou 4 fois plus nombreux que quand j'ai commencé. Il devait y avoir 20 000 avocats en France quand j'ai commencé, on est 70 000. Mais les magistrats, pas du tout. Ils étaient 8 000, ils sont toujours 8 000. Voilà. Donc il y a un quadruplement du nombre des avocats qui va avec un quadruplement du nombre des affaires, en fait, x 4. Et un nombre de magistrats identique. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me mets à la place des magistrats. Quand vous avez 4 fois plus de dossiers, vous ne pouvez pas les traiter avec minutie. Donc, il y a une baisse de qualité qu'on voit même dans la rédaction des jugements, dans la lenteur pour les rendre, parfois dans des fautes qu'il y a dedans parce qu'on n'a pas le temps de les relire. Et je ne jette pas la pierre aux magistrats du tout.
loin de moi cette idée, mais je jette la pierre aux moyens financiers qui en France sont quand même très modérés, même s'ils ont été augmentés récemment, très modérés par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Suède, par rapport à plein d'États de l'Union européenne qui ont des budgets proportionnellement 3-4 fois supérieurs. Donc une justice pauvre, des établissements pénitentiaires dont certains sont très modernes, très propres, mais d'autres très vétustes et qui sont surchargés, surpopulation carcérale, inadmissible, hein, on se croirait dans un pays du tiers-monde parfois. Pas toutes les prisons, il y a de très belles prisons, il y a des endroits très corrects où les gens sont un par cellule, surtout s'ils sont très dangereux, très surveillés, mais il y a des prisons également pourries, sales, où s'entassent dans une même cellule parfois 3 ou 4 personnes au lieu d'une. Donc la justice, l'univers pénitentiaire, qui sont devenus les parents pauvres du budget français par rapport à la défense, par rapport à l'éducation, par rapport à plein d'autres... voilà. Mais d'un autre côté, je trouve que la justice, au cours de la même période, c'est ça qui est paradoxal, c'est pour ça que mon jugement est ambivalent. Au cours de la même période où la justice de masse des citoyens français basiques s'est dégradée en qualité, c'est une évidence. Les jugements sont trop longs, on attend trop longuement les jugements et la qualité des jugements est moindre. Mais dans le même temps, dans les 30 mêmes années, il y a un aspect positif quand même, moi je trouve, de la justice, c'est qu'elle a amélioré, elle a accru, augmenté son indépendance. Et on l'a vu dans des affaires qui ont visé des hommes politiques français. Dans les années 90, ça a commencé, dans les années 2000, et puis récemment là. Avec Sarkozy. Marine Le Pen. Qui sont 2 personnalités de droite, 2 anciens avocats d'ailleurs. Marine Le Pen était avocate, Sarkozy était avocat. 2 personnalités de droite et d'extrême droite qui, tout au long de leur carrière politique, ont milité pour une justice plus dure, plus répressive, pour des peines planchées, des peines automatiques, pas de libération conditionnelle. Ils ont milité ils ont milité aussi contre la corruption, contre... Voilà. Et la justice, de plus en plus indépendante, qui a enquêté sur eux et sur d'autres. Hein. Il y a eu, au cours des 20 dernières années, toute une série de personnages politiques qui ont été condamnés, dont certains parfois sont passés en prison, parfois ils ont été condamnés avec sursis. On ne voyait pas ça avant. C'est au cours vraiment des 20-30 dernières années. Donc, où la justice manque de moyens et la justice de masse est de moins bonne qualité, mais où en même temps, cette même justice améliore son indépendance au point d'oser mettre en prison de hauts personnages politiques pour des infractions dont elle estime qu'elles ont été commises par ces personnages. Parce qu'il y en a qui disent non, des juges rouges, des juges de gauche qui veulent faire condamner des hommes politiques ou des femmes politiques de droite. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, parmi les juges qui condamnent Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, il y a eu quelques articles de presse, etc., mais ils sont pas nécessairement de gauche. Hein. Ils sont pas nécessairement inscrits au syndicat de gauche de la magistrature. C'est même l'inverse. Il y a des magistrats parmi ceux qui les ont condamnés, je parle de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qui sont de droite, qui sont du même bord politique. C'est pas des règlements de compte politiques, c'est la justice indépendante. La justice qui n'a plus assez de moyens, qui s'est dégradée avec le temps, mais qui paradoxalement a aussi, pour certaines affaires, les affaires politico-financières, comme on les appelle, amélioré son indépendance et courageusement eu la possibilité, ont pris des décisions courageuses, d'oser, s'ils estiment que les preuves sont réunies, c'est ce qui a été le cas en tout cas pour l'instant, condamner des personnages politiques de grande envergure, comme Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Alors oui, ça a atteint la dignité de la France. Moi, je ne me réjouis pas qu'un ancien président de la République française se retrouve en prison. Moi, je trouve que c'est la honte
pour la France. Mais enfin, c'est d'abord la honte pour Sarkozy, sous réserve de ce qui sera décidé en appel. Peut-être qu'il sera innocenté, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est plutôt une fierté de voir que la justice ose poursuivre les puissants. Voilà. D'habitude, on dit que vous soyez puissant ou misérable, la justice vous fera blanc ou noir. Et bien là, l'adage est un peu bousculé. Même les puissants peuvent voir une justice noire être rendue et des décisions noires être rendues, c'est-à-dire des décisions qui reconnaissent leur culpabilité. Mais je le répète, concernant Sarkozy, moi j'ai rien contre lui spécialement, je dis juste que c'est heureux que la justice soit capable de vérifier, d'enquêter, de vérifier Sur tous les Français. Sur tous les Français, y compris les plus puissants, les plus riches, toutes les classes sociales, y compris les plus puissants économiquement, politiquement, vérifier si ceux-là, qui devraient avoir une exigence de probité encore plus grande, n'ont pas commis des infractions réprimées par le code pénal. Donc la justice française, elle est ambivalente, à la fois très indépendante, on le voit, mais de moins en moins dotée en budget et en capacité de rendre une justice toujours meilleure. Donc c'est ambivalent mon jugement sur la justice française. Et ça ne vise pas les hommes et les femmes qui rendent la justice, mais l'institution elle-même. L'institution elle-même qui est insuffisamment structurée, insuffisamment alimentée en ressources financières, humaines et matérielles. Ça, c'est sûr. Donc, dans votre livre, vous mentionnez que vous avez pris beaucoup de risques en défendant Carlos et Papon. Et vous dites aussi que ceux-là de mes confrères ont la robe fripée. Ils ont perdu la foi. L'ont-ils seulement jamais eu? Un métier extraordinaire qui est autant une fonction sociale qu'un art et qui n'exige pas seulement de l'intelligence et la parole, mais aussi le courage. Qu'est-ce que vous voulez en dire de ça? Quand vous me lisez cette phrase donc, que j'ai écrite il y a une vingtaine d'années, je suis ému. Et j'en reviens pas de l'avoir écrite moi-même, mais c'est le cas et j'en suis fier de cette phrase et j'en retire pas une ligne. C'est le cas. Oui, je disais que en acceptant dès le début de ma carrière, j'avais 29 ans et puisque vous m'en demandez de commenter cette phrase finalement, j'avais 29 ans et même 26 au début de l'affaire Papon, donc je venais de prêter serment. Hein. Je venais de prêter serment, je rentre dans un cabinet et tout de suite on me met sur ce dossier, j'avais 26 ans, voilà. C'est 95. Oui, je prends des risques d'une certaine façon. Et puis quand 3 ans plus tard, j'accepte Carlos, j'aggrave mon cas, évidemment. Et comme je le disais, j'aggrave mon casier judiciaire. Hein, c'est un jeu de mots. Mais moi, j'avais pas l'impression en réalité de prendre vraiment des risques. C'est des confrères avocats qui me disaient ça, qui me disaient tu ne devrais pas aller dans des affaires comme ça. Qui va le faire d'abord. Mais c'est ce que je dis, ceux de mes confrères qui me disaient cela, ils avaient la robe fripée en réalité. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà carbonisés avant même d'avoir mené leur carrière, ils étaient frileux. Alors pourquoi devenir avocat d'abord? Pourquoi devenir avocat? Quand on devient avocat, quand vous avez l'opportunité, parce que je suis pas allé les chercher, moi, ces clients. C'est le hasard qui me les a offerts. Enfin, le hasard, pas tout à fait. Je voulais devenir avocat, je suis rentré dans un cabinet prestigieux. Ensuite, j'ai eu d'autres clients, je rencontre Carlos, il y a ma personnalité, on fait qu'on s'entend. C'est pas totalement le hasard. C'est lié aussi à ma personne, à la leur. C'est une alchimie. Mais il y a une part de hasard quand même. Mais en tout cas, quand la chance met sur le chemin d'un jeune avocat des personnages comme Papon, comme Carlos un petit peu plus tard, à 26 ans, 30 ans après, tout au début de la carrière. Qu'est-ce qu'il fait l'avocat quand sur son chemin, il voit ces personnages qu'il peut accompagner judiciairement parce que le courant passe, parce que le hasard ou la chance, que sais-je, les a mis sur votre chemin. Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Il refuse. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est pas dans ma mentalité. Un avocat, comme le disait mon patron Jean-Marc Varro, il disait « Ma parole
est à qui me la demande. Ben moi, c'est pareil. J'en fais aussi mon adage. Ma parole, comme le disait Jean-Marc Barrault, est à qui me la demande. Et si c'est Maurice Papon qui me la demande, en ce sens qu'il me demande aux côtés de Jean-Marc Barrault d'être son avocat, alors j'accepte. Quand c'est Carlos, j'accepte. Et à chaque fois, c'est sans réfléchir. C'est pulsionnel, c'est immédiat, c'est instinctif. Mais oui, mais bien sûr, merci de me vouloir moi. Moi, je trouve que c'est une chance historique. Historique dans la petite histoire d'une vie, j'entends. Évidemment. Donc, ceux qui me dissuadaient et qui me disaient « mais t'es fou, tu vas te carboniser, tu vas pourrir ta... » Ils n'ont rien compris. D'ailleurs, ceux qui me disaient ça, il y a 30 ans, et qui sont des avocats au barreau aussi, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Tout est dit. Et la profession d'avocat, elle marche aussi à la notoriété. Donc voilà, ceux qui me disaient de ne pas aller vers des clients pareils, bah aujourd'hui, on sait pas qui c'est. Hein. Et moi, j'ai eu ces clients, et j'ai ma petite notoriété, j'en ai eu d'autres par la suite, plus ou moins sulfureux, divers types de dossiers pendant 30 ans, et j'en suis très fier. Et je suis extrêmement reconnaissant à ces clients de m'avoir fait confiance. Et tout ça, c'est bien au-delà des questions d'honoraires et tous ces sujets-là. Parce que le métier d'avocat, c'est pas que des histoires d'honoraires, c'est aussi vivre une vie professionnelle à l'occasion de laquelle, justement, vous rencontrez des personnages, vous vivez des histoires et vous plongez dans des époques historiques. Vous donnez une réponse un peu similaire à Jacques Verchès, qu'on lui a demandé est-ce que vous défendrez Hitler? Il a dit je défendrai même Bush, tant qu'il plaide coupable. C'est ça. Donc, avec une réponse aussi similaire, je sens l'obligation de vous demander est-ce que vous croyez que le titre d'avocat de la terreur, tel que dans tous les sens du terme, ça c'était le nom qu'on avait donné à Jacques Verchès, est-ce que vous croyez que ce nom s'applique pour vous? Non. En fait, j'en sais rien, mais peut-être, parce qu'il se trouve qu'il y a 7 ou 8 ans, à l'occasion, peut-être un peu plus, d'une émission qui s'intéressait à Vergès, mais après sa mort, et qui s'intéressait à un film qu'a fait Barbet Schroeder, L'avocat de la terreur, j'ai été invité parmi les avocats. Et il y avait un sujet, c'était alors le sujet central, c'était l'avocat de la terreur, Jacques Vergès, mais aussi les avocats de la terreur, 4 avocats, parmi lesquels moi-même. Au motif que j'avais défendu aussi Carlos et un djihadiste, Medine Mouche et tout. Alors je ne sais pas si parce qu'on a défendu 2 terroristes, on est un avocat de la terreur. Mais je pense que, je sais pas, d'habitude on dit avocat du diable, je préfère, parce que ça élargit le spectre, parce que mes clients ne sont pas que des clients accusés de terrorisme. Donc Jacques Vergès, avocat de la terreur, ça l'amusait, hein, il me l'avait dit quand le film était sorti, je crois que c'est 2007. C'est plus approprié peut-être le concernant que concernant moi-même, parce que moi j'ai donc 2 seuls clients, un djihadiste et Carlos. Lui il a eu Carlos, puis il a eu toute la longue période historique de sa défense des militants du FLN qui risquaient la mort, qui risquaient la perpétuité devant les Jamila, devant les tribunaux français. Donc il avait une épaisseur historique dans une époque historique, celle de la libération de l'Algérie, qui fait que la densité de son parcours en lien avec le terrorisme, entre guillemets, est beaucoup plus importante que concernant ma propre personne. Donc voilà. Mais ça ne me gêne pas. Hein. Si j'avais le qualificatif d'avocat de la terreur, je prends. Et avocat du diable, je prends aussi. Rien ne me gêne. Francis, c'est un grand plaisir de prendre ce temps de discuter avec vous et d'absorber toutes les connaissances que vous avez pu développer à travers le temps. C'est mon plus grand honneur vraiment de faire cette discussion-là. Eh bien, je vous remercie aussi. Merci. Et merci pour l'intelligence des questions. Merci.